Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19 février 2022. Aujourd'hui, je vous parle d'un tout petit livre que j'ai acheté et lu à Nice l'été dernier, l'été 2021. Et dans une librairie qui semble-t-il appartient, en tout cas qui appartenait à, à la chaîne Renaud-Bré. Mais dans cette librairie, il y avait une toute petite section euh, consacrée à la lecture. Alors, toute petite section, quelques centimètres. Et donc, j'y ai retrouvé ce livre, ce petit livre, cet opus. Comment... Tenez, je vais vous le sortir. Comment lire des livres qu'on ne comprend pas. D'Olivier, je le remets dans ma poche intérieure, d'Olivier Harald-Lambon. Harald-Lambon a été pendant 10 ans, de 20 à 30 ans, a été cycliste. Alors donc, cycliste professionnel. Donc, c'est un athlète de haut vol. Alors, il nous raconte au début son parcours de lecteur, qui se déroule en 3 étapes. La première, il nous narre qu'enfant, il lisait. Il lisait en toute innocence, comme lisent les enfants, sans réfléchir, sans appréhension, et dans le pur bonheur de l'enfance qui découvre les contes. Vous le savez, vous avez été des enfants liseurs. La deuxième étape, à l'âge de 30 ans, au terme de sa carrière de cycliste, il s'est pris de fringale pour la lecture. Et celui qui lui a servi d'intercesseur et de déclencheur de cette passion nouvelle, c'est notre ami Henri Miller. Alors, il se plonge dans Henri Miller et à sa suite, il découvre d'autres auteurs comme Rimbaud. Il y a un beau passage où la lecture du poème Les Assis évoque la grand-mère de l'auteur, la grand-mère d'Harald-Lambon. Alors pendant 5 années, il se livre à une sorte d'orgie de lecture. Et il lit la nuit, il lit partout. Attendez, j'ai des problèmes avec... Pardon. J'ai, j'ai un antivirus. En fait, mon ordinateur, je dois le changer, qui apparaît à tout bout de champ sur mon écran. Alors, je suis obligé de fermer la page en question. Je suis obligé de fermer l'onglet. Alors, c'est un peu agaçant. Alors, si vous voyez que j'ai des absences à un moment donné, c'est pas que je commence à perdre mes facultés cognitives, c'est que mon ordi, lui, a atteint sa durée de vie utile. Et comme je ne suis pas un fou d'ordinateur, alors je garde mes vieilles machines le plus longtemps possible, mais celle-ci est vraiment arrivée en fin de vie. Alors, mais je m'attache aux vieux objets qui m'accompagnent. Alors donc, la deuxième étape, il découvre Miller, il lit à toute heure du jour, de la nuit, il se gave de lecture. Mais, esprit méthodique, habitué à la discipline du corps, et le corps, si vous cherchez le fil conducteur de ce petit opus, c'est le corps. La question du corps dans la lecture. On va y venir. Alors, à 35 ans, il décide de retourner à l'école. Il va à l'université et il étudie et commence une maîtrise. Et son professeur lui propose, lui indique la piste de phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty. On ne peut pas faire autrement. Quand on s'intéresse au corps, il faut se mesurer à Merleau-Ponty, au phénoménologue Merleau-Ponty. Alors, je vais vous sortir le livre. Oui, vous disais, j'ai acheté
me suis procuré ce livre, Comment lire des livres qu'on ne comprend pas, d'Olivier Ara-Lambon, dans une librairie à Nice. Alors, j'ai traîné toute la soirée. Après, on a eu une soirée, on s'est promené, Fabienne et moi, on est allé manger au restaurant. Et j'avais toujours mon petit livre. Alors, j'ai pu lire. euh, j'ai pu le lire d'une manière désinvolte, mais malgré que c'est un petit livre qui fait à peine 90 pages, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments là-dedans. Alors, je vais vous en livrer quelques-uns et je vais vous lire quelques passages. Alors, la première règle, quand on s'attaque à un texte difficile, et ça peut, ça peut être évidemment un ouvrage de philosophie, mais il y a de la littérature qui ne se livre pas facilement. De même que certains textes poétiques, la poésie pensante, telle qu'on a pu le voir avec De Guy par exemple, ne se donne pas aisément. Et les philosophes, tels que De Guy, qui ont une formation philosophique de pointe, ont appris à se coltiner avec les grands concepts. Hein? La question la conquête des concepts, si on veut. Et ils ont appris à les manier. D'abord, ils ont appris à les comprendre. Après, ils ont appris à les manier. Ils ont appris à les faire jouer les uns avec les autres. Ils ont fini par acquérir une certaine compétence. Mais ce qui est pas donné par avance. Alors, ce qu'il nous dit, alors lui, il nous raconte que, bon, il a commencé la lecture de Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, et que pour lui, il nageait dans un plein brouillard. Alors, et qu'il ne fallait pas se décourager. Alors même, il a adopté le portrait de Merleau-Ponty comme fond d'écran d'ordinateur en jugeant qu'il y avait une certaine ressemblance avec Lino Ventura. Ce qui est vrai, et les écrivains, les grands philosophes, il y a peut-être que Sartre qui ne ressemble pas à personne, mais quand on regarde Camus, ben, on pense à James Dean d'une certaine manière. Quand on pense à Peter Handke, on pense à un chanteur de folk. On a l'impression tout à coup que c'est un chanteur du Midwest. Euh, Quand on pense à Simone de Beauvoir, on a en tête peut-être une tragédienne de la comédie française. Quand on pense à Rimbaud, on pense aux Sex Pistols, à, à Sid Vicious, peut-être. Et ainsi de suite. Donc, les écrivains ont un corps. Parfois, ils ont un corps d'athlète, parfois, ils ont un corps de comédien, parfois, ils ont un corps d'acteur de cinéma. Parfois, plus rare, comme Wallace Stevens, le poète américain, eh ben, lui avait l'air de ce qu'il était, c'est-à-dire un vendeur d'assurance. Alors oui, on peut être un poète et avoir l'air d'un vendeur d'assurance. Les écrivains québécois, parfois, ressemblent à des bûcherons. Hemingway ressemblait à Clark Gable. Ainsi de suite, vous pouvez filer la métaphore à l'infini, mais c'était pas là mon propos. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce petit livre. Il nous dit, par exemple, à un moment donné, parce que d'une certaine manière, pour, se, pour appréhender un texte, il y a toutes sortes de stratégies. La première, on va y aller étape par étape. La première, on y va étape par étape. On ne se décourage pas. On n'imagine pas qu'on va gravir l'Himalaya en une soirée. Non, il faut une disposition d'esprit, manger léger, avoir pris une douche, ne pas boire de vin, peut-être les dernières pages quand la séance est terminée, peut-être. Il propose des séances de lecture courtes. Dans une journée, vous pouvez lire 2 heures, mais pas 2 heures à la suite. 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, un petit 15 minutes. Il y a un mot que vous ne connaissez pas. Vous vous arrêtez,
vous consultez le dictionnaire. On est toujours dans le cadre de lecture difficile un peu, là. Hein? Des livres qu'on ne comprend pas. Et ne pas se décourager. Et aussi prendre une distance comique, ironique à l'égard du texte. Il nous conseille, par exemple, de lire à voix haute. Oui, lire à voix haute revient souvent dans son petit opus, dans cet opus. Lire à voix haute. Lire à voix haute et clamer du Wittgenstein avec la voix de Danny Boone, par exemple. C'est ce qu'il nous conseille. Faire preuve d'humour, faire preuve de désinvolture, mais faire preuve également de ténacité. Toujours en gardant présent à l'esprit que c'est avec son corps qu'on lit. Que le corps soit au cœur de notre activité de lecture et de ne ménager aucune stratégie. Fauteuil confortable, ne pas s'avachir, mais parfois aussi s'avachir sur le divan. Alors, ce qu'il appelle la... Attendez, je vais vous trouver le passage. Attendez, je vais vous en lire un tout de suite. Ce qu'on a reconnu, en revanche, c'est la nécessité de s'installer, par une certaine astreinte sur le corps, dans un face-à-face soutenu avec la page, inconfortable, mais enduré pour un temps choisi. La base de la méthode est donc bel et bien un travail au sens étymologique du tripalium, une petite torture. Petite, hein? Se forcer à tenir une position assise et obsessionnellement symétrique, cela pourrait relever d'une sorte de yoga du lecteur. On a vu qu'il s'agit de se coincer soi-même entre deux résistances, celle du corps et celle du livre, de sorte que le premier nous écrase, façon presse purée sur le second, jusqu'à nous y faire pénétrer. Imaginez une jungle dans laquelle non seulement on ne progressera jamais qu'à la machette, mais dont la lisière se grillagerait littéralement de lianes épaisses. Voilà notre texte. Alors, ce qu'il dit, donc, il faut découper en tranches des moments, des séances dures, ce qu'il appelle des SD. C'est-à-dire les séances dures, on prend un 20-25 minutes, on mobilise toutes nos facultés, on y va à fond, on se cramponne, on s'accroche au guidon et on ne cède rien. Mais ces séances-là ne peuvent pas être trop longues. Alors, elles peuvent être suivies de ce qu'il appelle les séances larges, les SL. Il y a les SD, il y a les SL. Eh bien, celle-ci, on y va plus relax. On prend une distance ironique avec le texte. On y va avec désinvolture. On joue avec les mots. On joue avec les mots. On les lit à voix haute. On incarne. On devient un comédien. Et ce rôle de lecteur, on se voit lire. Alors vous êtes chez vous présentement, vous êtes dans votre bibliothèque, saisissez-vous d'un livre, n'importe lequel, et lisez-le à voix haute. Lisez-le, clamez-le, lisez-le avec l'accent italien, lisez-le en chantant, chantonnez-le texte. Lisez-le en faisant le tour de votre pièce, lisez-le, incorporez-vous-le, ce texte, de mille et une manières, en tenant compte que c'est votre corps qui va le recevoir. Et en le lisant, je me posais évidemment beaucoup de questions. C'est aussi ça, lire. C'est que les questions fusent de partout, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce qu'on peut se fabriquer une sorte de corps glorieux par la lecture? Est-ce que la lecture peut même modifier notre corps? Évidemment, la question peut sembler étonnante, mais en gardant pour perspective la phénoménologie de Merleau-Ponty. Est-ce que l'esprit
l'esprit qui reçoit des phrases, l'esprit qui reçoit des concepts, l'esprit qui finit par assimiler un certain nombre de connaissances à dose régulière, finit par métamorphoser le corps. Question que je me pose. Quand je vous disais en début de vidéo qu'il y avait ces lectures qu'on fait au-dessus de notre tête, je me souviens, jeune ado, j'avais entrepris la lecture pour une morale de l'ambiguïté de la tragédienne de la comédie française, Simone de Beauvoir. Et honnêtement, j'imaginais. En fait, si vous me demandez qu'est-ce que j'en ai retenu de cette lecture faite à l'âge de 14 ou 15 ans, la réponse, c'est rien du tout. Mais longtemps, je me suis imaginé que, longtemps, pendant quelques années à l'adolescence, je m'étais imaginé que les livres lus, très au-dessus de notre tête, agissaient à notre insu sur nous. Aujourd'hui, évidemment, fort heureusement, je suis revenu de cette conception-là, mais je me demande s'il y a quelque part dans mes arrière-pensées, ne demeure pas cette possibilité que des lectures très, très au-dessus de nos moyens intellectuels ne finissent pas, malgré nous, je dirais, par donner des fruits. Il dit, je vais vous lire un autre petit passage qui m'a fait bien rigoler. Il existe de véritables artistes de la notation. Ah oui, il ne fallait pas que j'oublie ça. Prendre des notes. Prendre des notes. Il nous conseille d'aller chercher un beau cahier et de extirper. C'est comique, hein? Les gens du quartier, certains habitués de la librairie, ont pu m'observer à loisir l'année dernière, soir après soir, commettant ces petites vidéos. Et là, vous avez vu... et certains d'entre eux, même, qui habitent à côté, je sais qu'une fois la vidéo terminée, ils vont aller m'écouter. Alors, c'est assez... La proximité entre le papier, la librairie, la rue dehors, les gens qui vivent aux alentours de la librairie, c'est une expérience étonnante. Et il n'y a pas une semaine, en fait, où des gens n'entrent pas dans la librairie. Et je les reconnais parce qu'ils ont toujours une drôle de petite flamme dans le regard, me disant qu'ils m'avaient entendu dans l'une ou l'autre des vidéos et qu'ils voulaient me rencontrer. Alors ça, c'est plutôt plaisant. Et certains même arrivent avec des questions ou, n'ayant pas très bonne mémoire, n'est-ce pas? Eh bien, des fois, ils me rappellent que j'ai dit telle ou telle chose dans telle ou telle vidéo et honnêtement, je ne m'en souviens pas. Alors, c'est plutôt curieux, non? C'est pas quelle sorte de prof j'aurais pu être. Mais enfin. Alors donc, il dit, il existe de véritables artistes de la notation et des livres d'occasion enluminés comme des psautiers, car on y trouve parfois des dessins, femmes nues ou temples corinthiens, étayant le texte par les côtés, dont il n'est pas d'idiot de penser qu'ils témoignent de quelque état hypnotique engendré par la lecture plutôt que par le souvenir des très riches heures du duc de Berry. Eh bien, écoutez, je n'ai jamais vu de dessin de femmes nues dans aucun livre. Jamais. Alors, je ne sais pas, ou peut-être trop de Merleau-Ponty, ça finit par monter au cerveau, mais moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des choses bien étonnantes dans les livres, cependant. Des lettres, de l'argent, des tickets d'autobus, de métro, des cartes postales. J'ai vu des photos une ou deux photos de femmes nues, des photos, ouais, des Polaroids généralement, ouais, des Polaroids, parce que on peut comprendre aussi le Polaroid des années 60, des années 70, on n'avait pas à aller développer le film, hein. Le Polaroid
nous offrait un instantané. C'était le génie du Polaroid. Je ne comprends pas. Ben, remarquez aujourd'hui avec des cellulaires, on peut très bien, en fait, je dis n'importe quoi, là. Mais le Polaroid, à l'époque, se révélait quand même être un outil précieux pour les jouisseurs de tous acabit qui voulaient avoir le résultat immédiatement se développant sous leurs yeux. Alors, j'ai jamais vu ça. Je vous dirais, il y a deux phrases ici qui m'ont... En fait, parce que j'ai annoté, mais ce que je comprends, c'est que je ne vais pas vous lire toutes les annotations que j'ai... Mais il y a trois phrases que je vais retenir. Tenez, trois petites phrases, dont une qui, à mon sens, résume tout. En matière d'illumination, j'étais résigné à me contenter de peu pour commencer. Ah non, écoutez, c'est pas ça. Mais j'étais armé, je vous ai lu la phrase d'après, mais j'étais armé de cette patience inhabituelle qui caractérise les projets authentiques. Cette patience inhabituelle qui caractérise les projets authentiques. On a toute la vie pour rêver comme un adolescent à l'intellectuel qu'on aurait voulu être. C'est pas extraordinaire comme phrase. On a toute la vie pour rêver comme un adolescent à l'intellectuel qu'on aurait voulu être. Et la phrase centrale qui résume tout ce livre, à mon sens, c'est donner à voir le double spectacle de ce que le texte fait au corps et de ce que le corps fait au texte. Alors vous avez saisi l'idée, c'est l'articulation des deux. Et là, et toute licence est permise. Toute licence est permise dans la mesure où on a travaillé durement, courtes séances, qui peuvent s'échelonner dans la durée d'une journée, et le lâcher-prise, l'abandon ludique, le plaisir. Il arrive souvent aussi, je vais conclure là-dessus, il arrive souvent qu'à ma librairie, on envisage la culture comme une possession, que certaines jeunes personnes me disent qu'ils aimeraient avoir de la culture. Je ne sais si on a de la culture, parce que, à mon avis, la culture, c'est un processus. C'est pas un processus d'acquisition. On est toujours labouré. On est toujours une terre qui doit être remuée, qui doit être bousculée, qui doit être... On ne s'endort pas, jamais. Mais cependant, on peut avoir de bonnes bases. Et pour acquérir de bonnes bases, il ne faut pas passer 8 heures par jour. Parce que aussi, il y a des gens qui lisent beaucoup, puis au fond, c'est une sorte de paresse. Mais 2 heures par jour, c'est bien suffisant pour avoir des lumières sur pas mal de sujets. Ou en savoir assez pour pouvoir avancer dans ce qui nous intéresse vraiment. 2 heures par jour. Mais c'est pas nécessaire d'en avoir plus. Et pour ce qui est de se coltiner avec des textes arides difficiles, eh bien, Olivier Harald-Lambon nous suggère la méthode d'alternance. Les séances dures et les séances lâches. Et vraiment, c'est pas bête comme méthode. Moi,
Je pense l'avoir utilisé sans même m'en apercevoir parce que à un moment donné, on sent qu'on bute sur des difficultés. Et là, on peut peut-être contourner le truc ou aller consulter un dictionnaire. Euh, Parfois même s'arrêter. Laisser le... Il y a le travail de la nuit aussi. Il faut jamais, jamais sous-estimer le travail de la nuit. En fait, pour, pour, euh, pour réfléchir, pour pouvoir absorber, il faut avoir une diététique. En fait, au fond, tout repose sur une sorte de diététique du sommeil, de nourriture. Il nous dit qu'il faut prendre des douches chaudes parce que le signal qui est envoyé, c'est que notre corps va aller travailler. Mais il y a un ami qui est psychanalyste, il me disait il y a quelques jours que les dépressifs prenaient une douche chaude, étaient du genre à prendre des douches chaudes pour se réconforter, ça. Mais c'est sûr que le travail de l'esprit est un travail qui peut être assez ingrat. Alors, le titre est assez extraordinaire, je vous le remonte. Comment lire des livres qu'on ne comprend pas. Alors, je vous invite à choisir dans votre bibliothèque un de ces ouvrages, sans doute, que vous projetez de lire depuis des années et des années, que vous savez que ça va être une épreuve difficile. Eh bien, fixez-vous cet objectif. Fixez-vous cet objectif pour 2022 de vous mesurer avec un ouvrage difficile. Gardez présent à l'esprit qu'il faut y aller avec méthode, on prend des notes, des courtes séances, on les relâche, on fait preuve d'humour, on tient compte de toutes les variables qui peuvent nous empêcher de lire, d'aborder un texte difficile, et aussi on réfléchit à la mise en place de stratégies pour pouvoir gravir ces textes qui sont largement au-dessus de nos têtes. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et vraisemblablement à demain. À demain. Je reprends goût, mais là, ça resuppose aussi que je travaille très fort à ma librairie, l'air de rien. Mais je prends plaisir le soir. La boutique est fermée. Il y a des badauds qui me saluent, comme vous l'avez vu. Je prends plaisir, mais je ne dois plus être aussi absent. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais m'aménager à un moment donné une journée de congé, mais je ne sais pas où tout ça m'amène. Mais enfin. Mais donc, voilà, c'est tout pour ce soir. Merci. Et vraisemblablement, à demain.